Donc, bon, merci pour l'invitation d'abord, hein. C'est sympa, vous avez du courage d'organiser ça par cette période tumultueuse. Je crois que c'est la première conf que je redonne en présentiel depuis 1 an et demi. Donc, voilà, c'est bien. Alors, donc ce soir, on va dire, on va parler des communications acoustiques animales. Donc, moi, donc, je suis Nicolas Matlon, donc je dirige un laboratoire qui s'appelle le laboratoire INES, vous avez peut-être entendu parler, qui est sur la faculté des sciences. Et ce laboratoire, eh bien, il est spécialisé sur les communications acoustiques animales et humaines aussi, hein. On travaille aussi pas mal dans l'espèce humaine. Donc, ce que je vais faire là pendant cette conférence, je vais vous présenter, on va prendre beaucoup d'exemples très très concrets pour vous présenter un certain nombre de questions qui intéressent ces communications acoustiques animales. D'accord? On ne peut pas rentrer dans les détails de tout, mais je vais quand même rentrer, je vais vous faire voyager un petit peu, hein, je vais vous emmener sur différents modèles animaux. Alors déjà, je vais vous passer il y aura un certain nombre de vidéos hein, au fur et à mesure de la conférence. Et on va commencer avec cette petite vidéo où vous allez voir des retrouvailles entre une maman otarie et son petit qu'elle a laissé depuis à peu près 3 semaines sur l'île d'Amsterdam, là. Donc juste après la naissance, la mère, elle allaite le petit pendant quelques jours. Et puis après, elle part faire un voyage alimentaire de 2-3 semaines pendant lequel le petit jeûne, hein, ne se nourrit pas bien sûr. Et donc quand la mère revient, c'est absolument fondamental que la mère et le jeune se retrouvent. Et comme vous allez l'entendre, ils se retrouvent par l'acoustique. Alors, vous avez cette mère otarie et son petit là qui sont en train de se retrouver par l'acoustique. Et ce qu'avait montré donc Isabelle Charrier, qui était ma première étudiante en thèse, qui est maintenant directrice de recherche au CNRS, elle a montré que la mère et la petite otarie se retrouvaient sur la place, donc là, visuel. Et elle avait montré aussi qu'une petite otarie met entre 2 et 5 jours pour apprendre à reconnaître la voix de sa mère après la naissance. D'accord? Donc finalement, qu'est-ce que c'est que l'étude des communications acoustiques animales, ce qu'on appelle la bioacoustique? Eh bien, la bioacoustique, on peut faire un peu une comparaison avec le travail des archéologues. Vous avez en haut à gauche, là, vous avez un spectrogramme, donc une représentation temps-fréquence. La fréquence, c'est l'axe des Y. Plus vous êtes en haut, plus c'est aigu. D'accord? Une représentation temps-fréquence d'un cri de crocodile. Ça donne un truc comme ça. Voilà. Et ce cri de détresse d'un jeune crocodile du Nil, qui est enregistré dans la nature, en Portugal derrière, eh bien, quand on est bioacousticien ou bioacousticienne, on veut savoir les informations qui sont codées dans ce cri. Et donc, c'est ça qu'on va chercher à faire. Et donc, si on fait une comparaison, un parallèle avec les archéologues, vous connaissez peut-être à droite, là, vous avez le disque de Phaistos, qui est un disque de près de cette taille, qui a été trouvé en Crète, et dont on commence tout juste de comprendre la signification des sigles qui sont dessus. Alors bon, bien sûr, on n'utilise pas du tout les mêmes méthodes, alors maintenant, mais c'est un peu le même genre de question. Donc, comment les signaux acoustiques codent-ils de l'information? Et puis, comment cette information est-elle décodée par les récepteurs? Et dans la vidéo que vous allez voir juste après, c'est une vidéo qui montre un des outils expérimentaux qui est très simple de la bioacoustique, mais qui est très utilisé. C'est ce qu'on appelle les expériences de playback, c'est-à-dire on repasse des signaux aux animaux. Là, vous avez la même otarie que tout à l'heure, la jeune otarie, vous entendez la voix de la mère. C'est de sa mère. Donc la jeune otarie est attirée, mais elle va être un peu déçue parce que la voix de la mère a été mise par un haut-parleur. Et donc, quand vous avez ce genre de paradigme expérimental, là, vous avez donc la possibilité de poser des questions à l'animal. Et par exemple, on pourrait imaginer, et ça a été fait d'ailleurs, de transformer par ordinateur les propriétés acoustiques, les caractéristiques acoustiques de la voix de la mère et de chercher quels sont les paramètres acoustiques qui portent l'information identité individuelle et dont la petite otarie se sert pour reconnaître la voix de sa mère.
vous avez la possibilité, avec des manips de playback comme ça, de poser des questions à l'animal. D'accord? Ça va? Bon. Alors, on va, donc je vous ai dit, hein, on va passer un certain nombre d'exemples en revue, de modèles, on va dire, comme on dit en biologie, en revue, et à chaque fois, ça nous permettra de voir certains aspects des communications acoustiques animales. Alors, premier exemple, c'est les crocodiles. Là, vous avez un petit film qui a été tourné lors de notre dernière mission au Pantanal au Brésil il y a 2 ans. C'est une femelle de caïman jacaré. Et les cris que vous entendez, ce sont des cris de détresse de jeunes caïmans qui sont tenus par un haut-parleur qui se fait sur la gauche de la vidéo. Et vous voyez très bien la réponse de la mère caïman qui se dirige donc vers le haut-parleur. Elle n'hésite même pas à abandonner ses jeunes pour aller vers un jeune en détresse. Voilà. Alors, pourquoi s'intéresse-t-on aux crocodiliens, on va dire? D'abord parce que personne ne les étudie, donc ça c'est une excellente raison. On a envie de savoir comment ça marche et personne ne les étudie. La deuxième raison, c'est que les crocodiliens, vous le savez sans doute puisque vous êtes biologiste, c'est un groupe qui phylogénétiquement est très proche du groupe des oiseaux. Ils partagent un ancêtre commun, enfin ils font partie du groupe, tout le monde partage un ancêtre commun, mais eux ils font partie du groupe des archosaures, d'accord? Donc leur ancêtre commun il n'est pas très éloigné, c'est une espèce de dinosaure. Ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, dans le comportement, dans les traits biologiques des crocodiliens, on retrouve des choses que l'on trouve aussi chez les oiseaux, qui sont des spécialistes de la communication acoustique. On trouve en particulier le fait que les crocodiles pondent des œufs et surtout s'occupent de leurs jeunes. Donc, si on prend ce petit graphique, là, vous voyez que après l'accouplement, donc la femelle crocodile, elle pond des œufs dans un nid. Alors un nid crocodile, c'est très rudimentaire, hein. Il y a des espèces qui creusent un trou dans le sable, un peu comme les tortues, hein, où elles pondent dans le sable. Il y en a d'autres, comme les caïmans ou les alligators, qui font des espèces de tas, de tumulus de végétation dans lesquels ils pondent leurs œufs. Et ensuite, la femelle, chez la plupart des espèces, c'est la femelle. Chez certaines autres espèces, c'est la femelle et le mâle. La femelle va garder le nid pendant les 3 mois que va durer l'incubation. Donc, elle ne couve pas, mais elle reste à proximité du nid. Elle va en fait protéger le nid des prédateurs. Et au bout des 3 mois, c'est l'éclosion. Et au moment de l'éclosion, ou juste avant l'éclosion, les œufs qui sont dans le nid se mettent à crier. Donc, c'est des cris d'éclosion qui sont émis par les embryons matures, hein, des espèces de des choses comme ça. Et voilà. Ensuite, la mère va prendre les jeunes dans sa gueule. Vous avez peut-être déjà vu ça sur des films National Geographic ou autres. Et elle les emmène à la rivière ou au lac. Et ensuite, elle va rester avec ces jeunes pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça dépend des espèces. Et pendant tout ce temps, depuis l'éclosion jusqu'à cette période de soins parentaux, il va y avoir des échanges vocaux entre les jeunes et la mère. Et donc, c'est ce qu'on a exploré ces dernières années, en particulier au moment de l'éclosion, et puis ensuite quand les jeunes sont avec la mère. Alors, pour étudier ces cris d'éclosion, on n'a pas encore fait énormément d'études là-dessus, mais on a au moins testé s'ils avaient valeur de signal, c'est-à-dire s'ils portaient des informations. Pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des choses assez simples, hein. On a enregistré des embryons matures, donc des œufs prêts à éclore. C'est pas très compliqué, il suffit de les agiter un petit peu, et là, les œufs, ils se mettent à crier. Et donc, vous pouvez enregistrer. Et ensuite, eh bien, on a appliqué l'outil de la bioacoustique, c'est-à-dire on a fait des expériences de playback à la fois sur des embryons matures, donc un œuf avec un haut-parleur à côté, et sur des mères. Alors sur les mères, c'est un peu plus compliqué. On a fait ça en captivité, où on enterre un haut-parleur dans le sable à la place des œufs, et on laisse la femelle revenir sur son nid, en quelque sorte, et ensuite on émet un son, alors soit des cris d'éclosion, soit des sons témoins, donc des bruits, des choses comme ça, pour tester la réponse de la mère. Quels sont les résultats de cette expérience? Pour vous montrer, je vais vous montrer 2 vidéos. Dans la première vidéo, eh bien, c'est une expérience sur les œufs. Donc, vous avez un haut-parleur qui est à gauche et ce que vous entendez, c'est les cris d'éclosion.
Voilà. Et vous voyez la réponse, c'est-à-dire qu'en réponse à ce cri, les crocodiles, les jeunes crocodiles éclosent, ça provoque en fait la synchronisation des éclosions à l'intérieur du monde. Vous voyez, alors le cri retentit. Donc ça, c'est un premier effet de ces cris d'éclosion, permettre la synchronisation des éclosions dans un nid. Et puis le deuxième effet, et ça c'est l'expérience sur les mers, là vous avez un haut-parleur qui est donc enfoui à 50 cm sous la mer, qui est en train d'émettre les cris d'éclosion, et vous voyez la réponse de la mer, c'est-à-dire qu'en fait elle creuse en réponse à ces cris d'éclosion. D'accord? Donc, finalement, ces petits cris d'éclosion, ils permettent deux choses, ils ont bien valeur de signal, parce que si vous faites les mêmes expériences en émettant des bruits, un bou, 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 à la place des cris, vous n'obtenez aucune réponse, ni des jeunes, ni de la mère. Donc, ils servent à synchroniser les éclosions et ils servent à induire une première assistance maternelle et paternelle d'ailleurs chez certaines espèces. D'accord? Alors, une fois qu'on a eu ça, on s'est dit, bon, maintenant, on aimerait bien explorer les relations et les communications acoustiques entre les adultes et leurs jeunes, entre la mère et ses jeunes, après l'éclosion, une fois que la mère est avec les jeunes dans l'étang ou dans la rivière. Ça, c'est pas possible de le faire en captivité, parce qu'il n'y a aucun zoo qui laisse des parents crocodiles avec des jeunes. Les densités d'animaux sont trop élevées, les jeunes se font manger. Enfin bon, il y a beaucoup de cannibalisme chez les crocodiles. Donc, on est parti étudier ça dans la nature. On a fait plusieurs missions, je ne vais pas tout vous raconter, hein, mais je vous en raconte la première en fait, qu'on a faite, la deuxième pour être exact, qu'on a faite au Guyana avec une de mes étudiantes en thèse, là, qui est Amélie Verne, là, que vous voyez sur l'écran, et puis on avait retrouvé là-bas Peter Taylor, qui est un Américain spécialiste d'une grande espèce de crocodilien, qui est le caïman noir. Donc le caïman noir, c'est une espèce de crocodilien qui peut faire 4-5 mètres de long. Hein. Donc, je ne sais pas si vous représentez 4-5 mètres de long, ce que ça fait, c'est assez grand. Et ce qui est typique des marais et des rivières d'Amérique du Sud, du bassin amazonien, on va dire. Donc oui, je ne sais pas si vous êtes repéré, hein, le Guyana, c'est ici. Ici, ce grand pays, c'est le Brésil. Le Venezuela ici, le Suriname et la Guyane française. Okay, et on a travaillé sur cette rivière qui est la rivière Rupununi, qui est donc un habitat pour les caïmans noirs. Et ce qu'on a fait, c'est que Peter avait marqué des familles, en quelque sorte, des emplacements où il y avait des familles de caïmans, c'est-à-dire une mère avec ses petits, ce qui nous permettait de faire des expériences sur des animaux naïfs à chaque fois. Parce que ça, c'est un gros problème en bioacoustique, c'est que les animaux s'habituent très très vite au playback que vous faites quand vous envoyez des signaux par un haut-parleur. Très vite, ils classent en disant, bon, finalement, c'est pas intéressant. Finalement, il n'y a pas d'autre stimulus que l'acoustique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur ces caïmans? Eh bien, là encore, on a fait des choses assez simples. On a enregistré les petits caïmans dans deux contextes très différenciés. Un premier contexte qu'on a appelé le contexte non perturbé. Les jeunes, les petits caïmans, là, ils sont en principe sur la berge ou juste à proximité de la berge, ce qui leur permet de ne pas se faire embarquer par le courant de la rivière. Là, on pose un enregistreur avec un micro, on le laisse pendant 2 heures et on vient récupérer. Et ce sont des petits sons de contact qui sont émis, des petits cris de contact qui sont émis un peu en permanence par les jeunes crocodiles. Et puis, on les a enregistrés dans un autre contexte, qui est donc le contexte attaque de prédateurs. Alors, une attaque assez sympa quand même, hein, parce qu'on les prend par la queue, on les secoue un peu, on leur fait pas vraiment mal, mais on les stresse. Et donc, on a obtenu des cris comme ça de stress. Et quand vous faites l'analyse acoustique de ce cri, et même quand on les écoute, on entend des différences. C'est pas très fort. Hein. Cri de contact. Voilà, et cri de détresse. Donc le cri de détresse, on voit, il est plus modulé en fréquence, il y a plus d'énergie dans les hautes fréquences, on le perçoit comme étant un peu plus aigu, d'accord? Et en fait, ces deux cris, c'est un continuum, on peut passer de l'un à l'autre, comme on le voit sur cette petite représentation, on peut le passer de l'un à l'autre. Mais comme on avait choisi deux situations bien différenciées en termes de stress, zéro stress et pas mal de stress, eh bien, on a réussi à avoir des vocalisations comme ça, relativement, enfin assez bien séparées acoustiquement. Étape suivante, est-ce que les animaux se servent de cette information? C'est-à-dire, est-ce que ça a valeur de signal? Pour le savoir, expérience de playback. Donc là, dans la nature, donc vous imaginez, c'est un petit peu plus compliqué. Hein, c'est-à-dire que là, déjà, ce sont des animaux assez farouches parce qu'ils ont été chassés jusqu'à il n'y a pas si longtemps, donc vous manipulez de nuit.
Donc, on repère les crocodiles avec l'œil reflète de la lumière, choses comme ça. On met un haut-parleur sur la berge, à une dizaine de mètres d'un groupe de jeunes, et puis il y a la femelle qui est dans la rivière. Et là, on émet les signaux. Et nous, on est dans la barque, là, en train de regarder les choses. Et on émet soit des cris de contact, enregistrés en contexte non perturbé, et soit des cris plutôt de détresse. Les résultats, hein, de manière très schématique, quels sont-ils? Quand on joue des cris de contact, on n'a aucune réaction de la part des femelles, ce qui est normal. La femelle, elle est au milieu de sa rivière, elle est en train de regarder ses jeunes, et il y a quelques cris de contact qui arrivent en plus de ceux que les jeunes sont en train d'émettre. Donc finalement, pour elle, il n'y a rien d'anormal, on ne bouge pas. Les jeunes, eux, sont attirés par le haut-parleur. D'accord? Donc, à la fin de l'émission des cris de contact, on retrouve les jeunes nettement plus près du haut-parleur. Et si on émet des cris de détresse, ou quand on émet des cris de détresse, là par contre les choses sont très différentes. Les jeunes s'immobilisent. Quand on enregistre et qu'on analyse leurs cris sont de type détresse. Et la femelle, la mère, elle fonce sur le haut-parleur dans la rivière, d'accord, souvent en rugissant. Enfin, on voit que voilà, il y a un problème et qu'elle vient le régler, d'accord. Vous n'avez pas envie d'être sur son passage. Donc finalement, les cris de contact, ils attirent les jeunes, donc ce sont des cris de cohésion, hein, du groupe de jeunes, alors que les cris de détresse, eh bien, c'est des cris qui attirent la mère et qui sont plutôt dédiés à la défense des jeunes. Donc finalement, ces petits crocodiliens là, ils ont, alors que c'est très simple leur système, hein, ils ont quand même un système, un répertoire vocal qui leur permet de communiquer différents types d'informations et de s'adresser à différents types de récepteurs. D'accord? Leurs frères et sœurs, leur mère. Et donc, si on conclut sur ce système, les jeunes peuvent moduler les caractéristiques acoustiques de leur cri et ils peuvent le moduler de manière dynamique en fonction de leur état de stress. D'accord? N'ayons pas peur des mots, en fonction de leur émotion, en quelque sorte. Eh bien, ça, c'est une première caractéristique des informations qui peuvent être codées dans les signaux acoustiques. Les informations qui peuvent coder peuvent être des informations de type dynamique, c'est-à-dire des informations qui peuvent varier dans le temps et pour lesquelles l'animal émetteur, l'individu émetteur, a le contrôle enfin, c'est lui qui va moduler les caractéristiques acoustiques qui vont coder cette information dynamique. Ça va? Alors maintenant, on va examiner un autre type d'information. Pour ça, je vous emmène tout à fait sur un autre modèle, qui est un modèle d'oiseau. Alors les oiseaux sont des spécialistes de la communication acoustique, donc c'est un modèle qui sont des modèles qui sont très employés pour des études sur la communication animale, bien sûr. Et là, c'est une étude qu'on a menée avec Thierry Aubin et puis un collègue brésilien il y a déjà une paire d'années. Sur un oiseau qui s'appelle la paruline à sourcils blancs. C'est une petite fauvette qui vit dans une forêt qui s'appelle la forêt atlantique, qui borde donc le Brésil, la côte est du Brésil, la côte atlantique. C'est une forêt qui malheureusement a pratiquement disparu, hein, il en reste à peu près 1% de sa surface originelle. Voilà, ça a été comme les forêts brésiliennes, hein, sont toutes en train de se faire manger. Mais quand vous êtes dans ce 1%, il y a quand même quelques réserves naturelles. Là, c'est une forêt assez magnifique avec une très forte biodiversité. Alors, pourquoi s'est-on intéressé à cette fauvette? Parce qu'on voulait justement chercher les informations qui sont codées dans le champ de cette paruline. Et il nous fallait donc un oiseau qui remporte plusieurs caractéristiques. Une des caractéristiques, il fallait que le champ soit assez simple pour qu'on puisse étudier les caractéristiques acoustiques facilement. Alors voilà le champ d'une paruline. Voilà, donc c'est très simple, c'est une succession de notes très régulières, depuis des notes de haute fréquence, donc aiguës, jusqu'à des notes très graves. Ok. La deuxième chose qui nous intéressait, c'est que cet oiseau vit donc dans un milieu forestier dense. Or, c'est un oiseau territorial, donc c'est les mâles qui chantent chez cette espèce. C'est un oiseau territorial, donc la communication peut se faire à longue distance, peut se faire à 100 ou 200 mètres de distance. Dans la forêt, la propagation des ondes sonores se fait mal. Les sons sont rapidement abîmés, hein, donc l'énergie sonore est absorbée par la végétation, on a des réverbérations, des choses comme ça.
Donc, on voulait savoir là aussi comment elle faisait pour échanger de l'information malgré cette énorme contrainte de propagation qui est imposée par la forêt vierge tropicale. D'accord? Voilà. Et une autre des raisons pour lesquelles on l'a choisi, c'est que c'est un oiseau abondant, facile à trouver, et c'est un oiseau qui répond bien au playback. Quand on place un haut-parleur au milieu d'un territoire d'une paruline et qu'on lui joue un chant d'une paruline qu'on a enregistré à 2-3 km, on a une attaque frontale du propriétaire du territoire, quoi. Il vient sur le haut-parleur, il chante, il peut se percher dessus. Enfin bon, on sait qu'il croit que c'est une paruline qui est en train de venir chez lui. Alors, pour bien saisir ce problème de la propagation du son, vous allez écouter, ça va être vraiment très faible, mais vous venez d'entendre un chant complet de paruline. Voilà un chant enregistré après 100 mètres de propagation dans la forêt. Voilà, donc on n'entend pratiquement plus rien. Quand on regarde le spectrogramme, on voit que ce n'est pas très étonnant. Il y a la moitié du signal, la première moitié qui a complètement disparu. Ce qui est logique parce que la première moitié, c'est la plus aiguë et ce sont les ondes sonores aiguës qui seront le plus facilement absorbées par la végétation, pour des raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc il ne reste plus que la partie grave, et même la partie grave est sérieusement amochée. D'une part, évidemment, comme on dit, le rapport signal sur bruit est très faible, c'est-à-dire que l'intensité du signal a baissé très fortement. Et puis même quand on regarde dans le détail, les silences qui étaient entre les notes, ils sont à peu près tous comblés par de la réverbération. Enfin, on a du mal à distinguer la structure fine de la modulation. Alors, la première information qu'on a recherchée dans ce champ, c'est une information qui est classiquement codée dans les signaux animaux, c'est l'identité de l'espèce. C'est-à-dire, quand je chante un chant de paruline à sourcil blanc, je dis je suis une paruline à sourcil blanc. OK? Cette information d'identité d'espèce, elle n'est pas présente chez tous les signaux animaux, mais elle est présente chez de nombreux d'entre eux, et en particulier, elle est en principe présente chez les signaux qui sont impliqués dans les parades nuptiales, dans l'attraction du partenaire. Parce qu'il faut bien reconnaître un individu de sa propre espèce quand on cherche à s'apparier. Okay, donc on sait d'ailleurs, vous le savez, hein, le merle chante un chant de merle, le rouge-gorge un chant de rouge-gorge et le troglodyte un chant de troglodyte. Donc on s'est dit, comment l'identité de l'espèce est-elle codée dans le champ de la paruline à sourcil blanc? Pour le savoir, on va faire des analyses et des expériences de playback. Et on va d'abord enregistrer des parulines. Donc on enregistre des mâles de paruline, 10 mâles, 20 mâles, 30 mâles, d'accord? Et on regarde le dénominateur commun à tous leurs chants, en faisant l'hypothèse raisonnable que l'information « je suis une paruline à sourcil blanc » doit être codée de la même manière chez tous les mâles, dans les chants de tous les mâles de la paruline à sourcil blanc. De quoi s'aperçoit-on? On s'aperçoit que le dénominateur commun, eh bien, c'est cette pente de modulation de fréquence. Tous les chants de paruline à sourcil blanc, ils obéissent tous à cette règle. Ok, ça c'est l'analyse qui vous le dit, les enregistrements et l'analyse acoustique. Maintenant, est-ce que les animaux se servent de cette pente et comment ils s'en servent pour décoder l'information identité de l'espèce, pour décoder l'information je suis une paruline à sourcil blanc. Pour ça, on va poser des questions aux animaux en utilisant des signaux modifiés par ordinateur. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire par exemple? Un premier signal, alors une modification très rude, on va mettre les notes dans le désordre. Donc on prend les notes du chant de la paruline et on les met dans le désordre. Hein. Alors, c'est une modification un peu rude, hein. N'empêche que si vous faites ça sur un chant de troglodyte, par exemple, ben vous continuerez d'avoir une réponse. Parce que le troglodyte mignon, là, lui, ce qui l'intéresse, c'est la structure interne des notes. Quand vous faites ça, si vous ensuite vous allez au milieu du territoire d'une paruline et que vous lui jouez ce chant, vous n'avez aucune réponse. Pour elle, ça n'est plus un chant de paruline à sourcil blanc. Vous avez cassé le code. On va dire, ok, mais bon, ça c'est quand même, vous n'êtes pas allé avec le dos de la cuillère, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas faire des trucs plus subtils? Bien sûr, on a fait des trucs plus subtils et on a modifié légèrement la pente de la modulation de fréquence. Par exemple, en l'augmentant. Donc on part d'une note un peu plus aiguë et on arrive à une note un peu plus grave. Quand vous faites ça, vous perdez la réponse de la paruline. Et il suffit d'une toute petite variation de pente pour qu'on casse la réponse. On voit disparaître la réponse très très vite. D'accord? On peut faire la modification inverse, qui est de faire une pente plus faible. Pareil,
pente plus faible, on perd la réponse de la paruline. Donc on voit qu'elle est très très peu tolérante sur une variation de la pente de fréquence. Ce qui explique d'ailleurs que quand on prend 30 mâles de paruline à sourcil blanc, elles ont toutes la même pente de fréquence. C'est le codage de l'identité de l'espèce. Pour en avoir le cœur net, absolument net, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un signal de synthèse, donc totalement artificiel, d'accord, à partir de l'ordinateur, qui ne respecte qu'une seule chose, c'est cette pente. Donc il n'y a plus de notes, il n'y a plus de silence, il n'y a plus les petits zigouigouis là qu'on voit le long du champ, il n'y a plus que cette pente. Ben, quand vous passez ce signal depuis un haut-parleur au centre d'une territoire d'une paruline, vous avez une réaction territoriale. Donc pour elle, ça c'est un champ de paruline à sourcil blanc. Alors évidemment, si vous lui le passez 50 fois, elle va finir par le classer comme non signifiant, parce qu'il n'y a pas de paruline qui arrive et que pour elle, il ne faut pas croire qu'elle entend la même chose qu'un champ de paruline. Mais par contre, le code d'identité de l'espèce est présent. Vous me suivez? Voilà. Alors après, on a fait plein de choses rigolotes là-dessus. Vous pouvez prendre un petit morceau de chaque note, ça marche très bien. Et mieux et plus intéressant, vous pouvez prendre que la moitié du champ. Si vous prenez que la moitié du champ, pareil, vous obtenez une réponse territoriale. Je vous rappelle qu'après 100 mètres de propagation, c'est ça qui reste seulement, justement. Il ne reste plus que la moitié du champ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, je ne sais pas pourquoi c'est deux fois là, ça veut dire que finalement, après 100 mètres ou 150 mètres de propagation, il reste encore suffisamment d'informations, je suis une paruline à sourcil blanc, pour qu'un récepteur puisse y avoir accès. Donc cette information, identité de l'espèce, elle est codée par cette descente en fréquence, cette modulation de fréquence, comme on dit. Et cette information, eh bien, elle est résistante à la propagation. C'est ce qu'on va appeler une information publique, en quelque sorte. Elle s'adresse au maximum d'oiseaux le plus loin possible. Ça va? Oui? Étape suivante. Étape suivante, identité individuelle. L'identité individuelle, c'est une information qui est là aussi qu'on peut vraiment, dont on peut vraiment faire l'hypothèse dans les champs d'oiseaux, parce que surtout des oiseaux territoriaux, parce que quand on est voisin, on passe pas sa vie à s'attaquer, d'accord? Alors que quand il y a un nouveau venu qui arrive, celui-là, il faut pas le louper. Et donc, en principe, les oiseaux territoriaux, effectivement, ils reconnaissent leurs voisins de la même espèce. Donc, on l'a cherché chez la paruline, en se disant, elle ne doit pas faire exception. Donc, on a cherché cette information identité individuelle. Alors, voilà deux champs de paruline qui proviennent de deux mâles différents, un mâle A et un mâle B. Vu de loin, c'est la même chose. On a la descente en fréquence classique de la paruline. Maintenant, si on zoome sur des portions du champ, on s'aperçoit que cette belle pente là de modulation de fréquence, en fait, elle a des petits zigouigouis de temps en temps, des petites irrégularités. D'accord? Sur le mâle A, à un endroit, voilà, celle sur laquelle on a zoomé, c'est une toute petite irrégularité. Sur le mâle B, on voit qu'on a une plus grande à un autre endroit. Et ce qui est remarquable, c'est que si vous enregistrez 30 fois le mâle A, 30 fois, vous aurez la même petite irrégularité au même endroit. Si vous enregistrez 30 fois le mâle B, même histoire. Autrement dit, vous avez là une signature individuelle. D'accord? Et donc, par l'analyse acoustique suivie d'analyse statistique, très facile de distinguer entre des mâles parulines, ou distinguer entre des dizaines de mâles parulines. Est-ce que les oiseaux s'en servent? Est-ce qu'ils utilisent ces petites irrégularités pour se reconnaître les uns les autres et reconnaître leurs voisins? Qu'est-ce qui peut vous donner la réponse? Eh bien, des expériences de playback. Donc, c'est quoi le principe là? Vous avez un oiseau à tester. Évidemment, vous ferez des réplicas. Mais vous avez un oiseau à tester, vous enregistrez le voisin, mettez votre haut-parleur en bordure du territoire, vous attendez un moment que le voisin soit un peu éloigné, d'accord? Et là, vous chantez voisin. On s'attend à ce qu'il y ait une faible réponse de la part de l'oiseau testé. Et c'est le cas, d'accord? Autre manip, exactement le même setup, mais là, au lieu de chanter voisin, vous faites ça. Vous avez le chant du voisin, là, c'est le chant que vous avez ici. Et là, vous voyez, j'ai pris un exemple exprès un peu caricatural. Hein. Vous voyez, il y a un gros gap là, ici, une grosse irrégularité. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la déplacer dans le temps. Donc, on va prendre ces deux notes là,
et par informatique, on va les remonter, ce qui fait que le gap, cette fois-ci, il est un peu décalé, il arrive un peu après. Et on va lui passer ce signal à notre oiseau testé. Donc c'est le chant du voisin avec une toute petite modification. Eh bien, quand vous passez ce signal, vous obtenez une réponse territoriale super forte, la même que celle que vous obtenez avec un signal d'un oiseau étranger enregistré à 2 km de là. Donc en fait, vous avez cassé, vous avez changé l'identité individuelle de l'oiseau émetteur. C'est toujours une paruline à sourcil blanc, mais pour l'oiseau qui l'écoute, c'est plus la même. C'est plus Pierre qui est en train de changer, c'est un que je ne connais pas, que je n'ai jamais entendu. D'accord? Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que ces petites irrégularités là, de la descente en fréquence, eh bien, elles se trouvent pour l'essentiel dans la première partie du champ. Je vous rappelle que c'est cette première partie du champ qui disparaît à propagation longue distance. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que cette information, elle va être sensible à la propagation. Elle ne va donc être accessible que si l'on est près de l'oiseau émetteur. Donc, elle va être réservée aux voisins immédiats et sans doute, ça on n'a pas pu le tester, et sans doute à la femelle du mâle, voire aux femelles des voisins à côté. D'accord? C'est ce qu'on peut qualifier, avec un peu d'anthropomorphisme, une information privée. OK? Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir là avec l'exemple de la paruline? On a vu que les mâles parulines produisent un champ qui porte des informations d'identité, l'identité de l'espèce, l'identité individuelle. Ces informations, elles sont stables dans le temps. Donc, on va appeler ça des informations statiques. On a vu tout à l'heure informations dynamiques. Là, on voit informations statiques. C'est les deux grandes familles d'informations qui peuvent être codées par les signaux acoustiques. Des informations stables dans le temps, des informations qui sont beaucoup plus dynamiques. Alors, stable dans le temps, on s'entend. Hein, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas éventuellement avoir une dérive. Hein, d'accord? Mais en tout cas, on voit bien qu'on n'est pas sur les mêmes échelles temporelles. D'accord? Voilà. Voilà, d'exemple introductif, les crocodiles, la paruline. Maintenant, un troisième aspect qui est très important pour les communications acoustiques, et communications d'ailleurs animales dans leur sens large, c'est de réaliser que les communications, ça sert à quoi? Ça sert à gérer des interactions entre les individus. D'accord? Plus le système social de l'animal va être complexe, plus il va y avoir des interactions sociales compliquées, plus le système de communication va être complexe. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer maintenant avec deux exemples. Un premier exemple, c'est chez l'éléphant de mer. Donc ça, c'est un programme d'études qu'on a depuis une petite dizaine d'années avec Isabelle Charrier et des collègues de l'Université de Santa Cruz en Californie, où on travaille sur le réseau social de ces éléphants de mer et l'importance des signaux acoustiques pour leurs interactions sociales. Alors, un éléphant de mer, qu'est-ce que c'est? C'est un phoque, d'accord? Sauf que c'est un gros phoque. C'est-à-dire un éléphant de mer adulte, mâle, ça peut mesurer jusqu'à plus de 4 mètres de long, d'accord? Pour quelques tonnes. Et c'est donc une grosse camionnette. Aussi, hein, quand vous êtes... Alors, c'est un animal, les femelles sont un peu plus, nettement plus petites, 2 fois plus petites. Il y a donc un très fort dimorphisme sexuel chez l'éléphant de mer. Il y a 2 espèces d'éléphants de mer, l'éléphant de mer du nord et l'éléphant de mer du sud, un qui vit dans l'hémisphère nord dans le Pacifique et l'autre qui vit plutôt dans les îles subantarctiques. Donc hémisphère sud. Alors nous travaillons sur l'éléphant de mer du nord, donc celui du Pacifique. C'est un animal qui passe beaucoup de temps en mer, c'est un animal marin qui se nourrit exclusivement en mer, et leur terrain de jeu, c'est le sud de l'Alaska. C'est le Pacifique, le sud de l'Alaska, c'est là où ils sont. Mais à la saison de reproduction, ils descendent, ils font des grandes migrations sur plusieurs milliers de kilomètres, et ils descendent former des colonies reproductrices sur la côte pacifique depuis à peu près San Francisco, un tout petit peu au nord de San Francisco, jusque sur les côtes mexicaines de la Baja California, si ça vous dit quelque chose. Donc, sur toute cette zone-là. Qu'est-ce que c'est qu'une colonie de reproduction alors, ça arrive. Voilà, ça arrive. Une colonie de reproduction d'un éléphant de mer, ben voilà, vous en avez une sous les yeux. Donc, ce sont des femelles avec leurs jeunes
et des mâles. Les mâles forment des hiérarchies, depuis des mâles alpha qui vont défendre des espèces de zones sur la plage, zones sur lesquelles vont se trouver des femelles. Donc, on peut dire qu'ils se défendent en quelque sorte des harems, d'accord? Et alors là, ils ne tolèrent qu'aucun autre mâle s'approche de leur femelle. Ensuite, on a des mâles dits bêta, de rang bêta, qui eux établissent des hiérarchies entre eux et qui eux peuvent avoir accès aux femelles. Ils profitent qu'un mâle alpha soit occupé à quelque chose pour chercher aventure avec une femelle. Et puis, on a aussi des mâles périphériques qui sont en principe plus jeunes et qui, eux, seront systématiquement écartés par les mâles plus âgés. Alors, comment ça se passe dans le temps? Les éléphants de mer arrivent, là c'est à la réserve d'Año Nuevo, donc c'est à 50 km au sud de San Francisco environ. Ils arrivent fin novembre, début décembre. Ils s'installent sur la plage. Là. Les femelles vont mettre bas autour de Noël. Ça s'étale sur plusieurs semaines. Et ils vont rester sur cette plage jusqu'à à peu près la mi-février. D'accord? Bon. Dès le départ, les mâles vont établir des hiérarchies de dominance par des combats physiques, certes, mais il n'y a pas tant de combats physiques que ça. Il y a énormément d'interactions vocales. Quand vous arrivez sur une plage d'éléphants de mer, vous allez voir des mâles s'approcher. Tout d'un coup, il y en a un qui lève la tête, qui cause, l'autre qui va s'en aller, choses comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'interactions vocales. Et quand on a commencé à étudier ce système, nous, on s'est dit, les mâles doivent pouvoir signaler leur force ou leur rang hiérarchique par la voix. Et en fait, c'est avéré que c'est une hypothèse qui était totalement fausse, en fait. Ce qu'on a montré, c'est que les mâles, ils ont une signature vocale et qu'ils apprennent à se reconnaître les uns les autres. Les mâles éléphants de mer, comme les femelles d'ailleurs, ils reviennent sur la même plage année après année. Donc finalement, c'est toujours le même réseau social qu'ils vont rencontrer. Quelques variations. Ok. Donc les jeunes mâles qui viennent alors qu'ils n'ont aucune chance de se reproduire, en fait, ils viennent parce qu'ils apprennent, probablement qu'ils apprennent le réseau social, à savoir qui est qui sur la plage. Alors, voilà ce qu'on observe en interaction dans la vidéo qui arrive ici. Vous avez un mâle donc, qui émet son cri, une espèce de clac-clac. Et vous voyez l'autre, donc c'est un mâle alpha, et vous voyez un mâle bêta, là. Le mâle alpha n'a pas besoin de bouger, enfin de s'avancer, et ça suffit juste à entendre la voix. D'accord. Alors, quand on fait l'analyse acoustique de ces cris, d'abord les enregistrements puis l'analyse acoustique, on s'aperçoit que, ils sont très stables dans le temps, puisque même d'une année sur l'autre, un même éléphant de mer garde la même voix, et deux, qu'il est très facile de les distinguer les uns des autres. Même nous, au bout d'un moment, à l'oreille, on savait qui était Pierre-Paul Loujartin. D'accord. Les deux paramètres acoustiques les plus, qui portent le plus l'information identitaire individuelle, c'est le rythme. Donc, vous avez entendu, ça fait clac, clac, clac. Alors, vous en avez qui font clac, clac, clac très vite, d'autres plus lentement, d'autres qui font des clac, clac un peu compliqués, clac, 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 des choses comme ça. Bref, ici, vous avez un espace acoustique avec, sur l'axe des abscisses, justement, le pulse rate, c'est-à-dire le rythme d'émission de ces claquements. Et puis, l'autre axe, eh bien, c'est la hauteur du cri. C'est-à-dire, vous en avez qui sont plus ou moins graves, cloc, 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 et d'autres un peu plus aigus, clac, 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 clac. D'accord? Et c'est très facile de distinguer les individus les uns des autres. Voilà. À droite, en bas à droite, c'est une analyse statistique qui montre que vraiment, ça marche très, très bien. Alors après, on a voulu tester ça. C'est-à-dire qu'on a voulu tester, est-ce que effectivement, les mâles se reconnaissent par la voix. Pour ça, je vais vous passer les détails, parce que c'est une manip assez lourde. Il faut bien connaître toute la hiérarchie des mâles. Ça veut dire qu'il faut les avoir observés il faut les avoir marqués, observés pendant des semaines pour avoir toute une cartographie du réseau social de la plage, si vous voulez. Le principe de la manip est le suivant. Vous prenez un mâle de position hiérarchique intermédiaire, c'est-à-dire vous connaissez un mâle qui est dominant de celui-là et un mâle qui est dominé. Ce qui fait que vous allez pouvoir lui poser deux questions, d'accord? Reconnais-tu la voix de machin, de Pierre qui te domine, et reconnais-tu la voix de Jacques que tu domines? Et vous espérez deux types de réponses comportementales différentes. D'accord? Alors, pour la voix du dominant, eh bien vous attendez à ce que l'individu s'éloigne du haut-parleur.
Et pour la voix du dominé, là, vous ne savez pas trop, mais peut-être qu'il va approcher le haut-parleur, ou en tout cas, il ne devrait pas avoir le même comportement. Je vous montre les résultats sous la forme de vidéo. Donc, première vidéo, le mâle testé est donc au milieu de la plage, là, et vous avez le haut-parleur qui est ici à droite. Il n'y a pas d'autres éléphants de mer. Vous allez voir une main passer. Tout de suite après, on émet depuis le haut-parleur la voix d'un individu dominé, et regardez la réaction du mâle testé. Voilà, alors il faut bien vous imaginer cet animal, c'est très lourd. Il ne se nourrit pas et ne boit pas de novembre à mi-février. Ils perdent jusqu'à 30% de leur poids. Donc se déplacer sur la plage, ça représente un investissement énergétique colossal. S'il le fait, là, c'est qu'il a vraiment la coupe. Il dit, oh là là, quelqu'un arrive, voilà. En plus, je le vois pas, l'esquisse. Ok, bon. Maintenant, autre vidéo, c'est le même individu, exactement le même. Cette fois-ci, le haut-parleur est là. Et là, on émet la voix d'un individu dominé. Et là, regardez sa réponse comportementale. D'abord, elle met beaucoup plus longtemps à se mettre en place. Là, il n'y a pas de fouille. Et au bout d'un moment, quand même, ça commence de l'agacer. D'entendre l'autre ça. Donc il va finir par réagir, mais il se met à crier. Hein, là on n'entend pas, parce qu'on n'est pas dans le mais on voit la position, et il fonce sur le haut-parleur. Okay, on a même cassé quelques cartes. Alors là, à un moment, il croit que c'est l'autre derrière. Évidemment, il n'y a qu'un haut-parleur, on ne voit pas du mais il n'y a que le haut-parleur qui est en train de. Et après, les choses deviennent plus compliquées, Voilà, donc on a bien montré que cet éléphant de mer, il reconnaissait qui était qui sur la plage. Ensuite, on a fait une autre étude complémentaire à ça. On a cherché à quoi les éléphants de mer, enfin, quels étaient les paramètres acoustiques dont les éléphants de mer se servent pour identifier Pierre Paul ou Jacques. On avait vu par l'analyse que le rythme et la hauteur étaient des caractères importants, mais est-ce que les éléphants de mer s'en servent? Et donc pour ça, on a monté des manips où on a modifié des cris d'éléphants de mer en modifiant justement artificiellement le rythme, par exemple. Et ici, vous avez un résultat où vous voyez que en bleu, c'est les signaux non modifiés, d'accord? Là, c'est une échelle éthologique. 1, 2, ça veut dire que l'animal répond très fort, donc, et après 0, il ne répond plus. Et en rouge, c'est les signaux modifiés. Et l'axe des abscisses, c'est la modification justement du rythme. Et on voit qu'il suffit de modifier un tout petit peu le rythme qu'on perd très vite la réponse de l'animal. Et en fait, on perd très vite la réponse de l'animal. Ce qu'il faut savoir, ça je ne vous l'ai pas dit, mais quand on joue une voix d'un individu non familier, c'est-à-dire un éléphant de mer qu'on a enregistré sur une autre plage à 300 bornes de là, on le fait, nous, eh bien, les animaux, comme ils ne savent pas s'ils sont dominants ou dominés, en fait, ils ne bougent pas. Ils attendent de voir ce qui se passe. Là. D'accord? Donc, la réponse à non familiers, ils ne se bougent pas. Et en fait, quand on modifie le rythme comme ça, c'est ce qu'on obtient. On obtient des réponses comme si c'était des non familiers. Ils ne reconnaissent plus qui est Pierre ou qui est Paul. Ils se servent aussi un peu de la hauteur, enfin, ils se servent aussi de la hauteur. Donc, ils combinent effectivement les deux, comme nous l'avait montré l'analyse. Donc, finalement, les éléphants de mer, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent mémoriser le rythme et la hauteur des cris de leurs rivaux. Ils doivent avoir une connaissance comme ça de l'ensemble de ces paramètres et de l'ensemble de ces voix. Alors, la dernière étude qu'on a publiée, d'ailleurs, il y a 4-5 mois seulement, qu'on a faite, c'est un truc un peu longue durée, où on a regardé les réseaux, on a regardé deux choses. On a regardé pour différentes classes d'âge, depuis les tout jeunes, qui ont 2-3 ans, qui viennent sur la plage, jusqu'aux vrais adultes, c'est-à-dire à partir de 7-8 ans, on a regardé leur réseau d'interaction, c'est-à-dire on a suivi les individus pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et on a regardé avec qui ils interagissaient. D'accord? Et aussi, on a analysé leur voix, on a analysé la signature individuelle dans leur voix. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Bon, donc, c'est pour étudier le développement, si vous voulez, de tout ça. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, je vous prends deux exemples un peu extrêmes. Les SA1, c'est les plus jeunes.
chaque rond, c'est un individu. D'accord? On voit que leur réseau est assez simple. Un individu, il ne va pas interagir avec beaucoup. D'accord? Il va rester d'ailleurs un peu sur la plage, il interagit, après il s'en va, il va ailleurs, ils sont très mobiles. Quand on les enregistre et qu'on analyse leur signature individuelle, en bas, vous avez un espace acoustique. En fait, chaque point, c'est un cri et chaque couleur, c'est un individu. Vous voyez qu'à part celui-ci qui a une voix bizarre par rapport aux autres, les autres sont tous mélangés. Donc, vous n'arrivez pas à distinguer la voix des individus très jeunes. Et à l'oreille, d'ailleurs, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que leur voix est changeante d'un jour à l'autre et elles se ressemblent toutes. Donc, la signature individuelle n'est pas en place à cet âge-là. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, elle se met en place au fur et à mesure des années. Et il faut attendre l'âge de 6-7 ans, et c'est le cas avec les SA4, là, c'est des individus qui ont 6-7 ans, pour avoir une voix bien différenciée. Là, vous voyez que même dans un espace acoustique en 2 dimensions, ce qui est très peu, eh bien, on distingue facilement, enfin, on commence de distinguer vraiment bien les individus les uns des autres. Donc, on a une mise en place comme ça progressive de la signature individuelle, d'accord? Et regardez le réseau d'interaction des SA4. Ça n'a plus rien à voir, quoi. Enfin, quand vous êtes SA4, là, vous allez interagir avec plein d'individus pendant tous les mois que vous allez rester sur la plage. Et donc là, vous allez avoir besoin de savoir qui est qui pour savoir naviguer, quoi. Je l'entends, je m'en vais, je l'entends, j'y vais, voilà, d'accord. Donc on a comme ça un développement parallèle entre la mise en place de la signature vocale individuelle et la construction du réseau social de l'éléphant de mer mâle. Ça va? Voilà, je vais passer là-dessus. Donc, finalement, les informations portées par les signaux acoustiques sont vraiment à mettre en regard avec la structure et les comportements sociaux de l'espèce considérée. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, à chaque espèce, à chaque structure sociale va correspondre un système de communication particulier qui est adapté finalement à la structure sociale. Parce que c'est la fonction biologique des signaux de communication, c'est de gérer les interactions entre les individus. Alors, je vais vous prendre un exemple qui n'est pas très détaillé parce que, bon, malheureusement, on n'a pas eu le temps de trop fouiller les choses, mais qui vous donne quand même une petite idée de ce que peut devenir, de ce que peut être un système de communication, je dirais, ultra complexe, chez un animal qui a un système social complexe, vraiment complexe. Parce que finalement, les éléphants de mer, bon, c'est des influences qui dominent sur qui, quoi. Mais le réseau social est grand. Mais la valeur des interactions, c'est un peu plus ou moins, quoi, ou zéro, hein, c'est un peu assez binaire. Là, chez un animal comme la hyène tachetée, donc c'est un carnivore africain, hein, vous connaissez peut-être, vous avez un système social qui se rapproche, enfin qui est même très similaire à des systèmes qu'on trouve chez des singes, où là, vous avez un groupe social qui compte entre 10 et 80 individus, qui est stable dans le temps, d'accord, où des individus vont former des alliances, vous allez avoir des coopérations pour chasser, vous allez avoir évidemment des dominances. Hein. Quand on regarde la structure de la dominance, on a une dominance qui est à peu près linéaire et encore avec les femelles qui dominent le groupe, les mâles qui sont dominés. Et quand un petit naît dans ce groupe, si c'est une femelle, il reste dans le groupe, elle acquiert le rang de dominance de sa mère, plus ou moins. Et si c'est un mâle, il sera éjecté à l'adolescence, il rejoint un autre clan, et là, il rejoint en queue de peloton. Et après, en fonction des interactions entre les individus, les hiérarchies se recomposent. Imaginez, vous êtes une hyène, vous êtes dans un système comme ça, vous avez intérêt à avoir des outils pour naviguer dans le réseau social. Nous, êtres humains, on est très bien placés pour savoir que dans un système social compliqué, eh bien, il faut avoir des systèmes de communication compliqués. Sinon, on est perdu. Donc, il faut savoir qui est qui, avec qui il faut que je m'allie, qu'est-ce qui s'est passé avec un tel, quelle est l'histoire de machin. Enfin, voilà. Donc, il faut avoir toute cette construction. Alors, pour ce qui est de la hyène, je vais vous montrer trois vidéos pour vous montrer 3 situations, en fait, différentes d'interaction sociale. Et vous allez voir que dans ces 3 situations, il y a des signaux vocaux qui sont émis, qui sont différents. La première situation, c'est ce qu'on appelle une cérémonie de rencontre. Ce sont 2 petits groupes de hyènes, c'est en captivité, hein, 2 petits groupes de hyènes qui avaient été séparés et qui ont été séparés pendant plusieurs semaines, et elles se retrouvent dans des enclos voisins.
et elles donc font une cérémonie de rencontre avec des espèces de grognements. Voilà. Alors vous voyez aussi qu'il n'y a pas que le canal acoustique qui est en jeu, hein. Il y a des postures, visuelles, bien sûr. Il y a certainement des canaux chimiques, parce que les glandes elles sont assez bien pourvues en glandes. Vous voyez donc ce premier type de signal. Deuxième type de signal, c'est ce qu'on appelle le whoop. Donc là, c'est quand les individus sont éloignés les uns des autres. Typiquement, dans la nature, un individu rejoint un clan, d'accord? Et bien là, il va émettre ce signal, qui est un signal qui se transmet à longue distance. Et puis, un troisième type, c'est le fameux rire de la hyène dont je vous parlais. Qui, lui, est émis, comme on le voit ici, dans un contexte de frustration. On leur présente des bouts de viande et on ne leur les donne pas. D'accord? Et ça, c'est typiquement dans la nature, quand les hyènes sont en train de manger, que des individus dominants sont en train de manger, qu'il y a des dominés autour, qui vont se mettre à rire, ce qui ne va pas faire tellement rire les dominants, parce que le rire se transmet à longue distance et est susceptible de faire venir des lions qui sont beaucoup plus gros que les hyènes et qui peuvent leur piquer leur proie. Parce que les hyènes, contrairement à ce qu'on dit souvent, elles chassent beaucoup. Hein. C'est souvent les lions qui piquent les proies des hyènes et pas l'inverse. Bref, là, vous avez trois signaux. On a étudié, nous, on a fait des analyses acoustiques sur le rire et sur le whoop. À chaque fois, vous avez des informations, vous avez des tas d'informations. Des informations d'identité, bien sûr, sur l'individuel, le statut hiérarchique, l'âge, mais vous avez aussi des informations sur le rang de dominance, voilà, sur vraiment des tas de choses. C'est-à-dire plein d'indices qui permettent de déterminer qui est qui dans le clan. Et sur cette diapo, vous avez une liste des types de cris qu'on a identifiés chez les hyènes. Donc, on en est pratiquement une vingtaine, d'accord? Bon, c'est l'être humain qui les identifie, mais on a vraiment tous ces cris différents. Et en plus, pour chacun de ces cris, on peut avoir des variations. Donc, il y a un répertoire vocal. Rappelez-vous le petit répertoire vocal des crocodiles. Hein, deux cris, on passe de l'un à l'autre, un système super simple, hein, une mère qui interagit avec ce petit, vous avez besoin de moi, j'ai pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin de moi, d'accord? Bon, là, système social hyper compliqué, alors là, on a un vrai répertoire, quoi, avec beaucoup de cris modulables, auxquels viennent se rajouter, comme je vous le disais, des signaux visuels et des signaux chimiques. Donc finalement, on a tout un ensemble de signaux qui est approprié à la structure sociale de cet animal. Donc finalement, et ça c'est un message aussi qu'il faut retenir, c'est un système social complexe repose sur des signaux de communication complexes. Ça va toujours? Bon. Alors maintenant, je vais vous faire quelques petits snapshots sur des choses intéressantes qu'il faut, si ça vous intéresse, vous pouvez les fouiller, hein, bien sûr, mais juste des petites choses que peut-être dont peut-être vous n'avez jamais entendu parler. Première chose, ce qu'on appelle la communication référentielle. Alors ça, c'est une question, on a vu les informations dynamiques qui ont trait finalement à l'état émotionnel de l'animal, informations statiques, informations plutôt d'identité. On peut avoir aussi des informations quant à l'environnement. Nous, on est des spécialistes de ça. D'accord? Il y a une gourde sur cette table, voilà, j'ai désigné une gourde, j'ai désigné une table. Tout. Donc, c'est ce qu'on appelle des communications référentielles. Est-ce que certains animaux pratiquent utilisent ou sont capables de coder ce type d'informations dans leurs signaux? C'est une question qui est très loin d'être triviale, parce que c'est pas facile. Parce que justement, c'est compliqué d'imaginer des paradigmes expérimentaux qui permettent de poser ce genre de questions aux animaux. Alors, il y a quand même un certain nombre d'études qui ont été faites, et il y en a une qui est assez célèbre, parce que bon, elle a démarré il y a déjà quelques dizaines d'années, mais il y a encore des gens qui travaillent dessus. C'est la communication référentielle chez le singe vervet. Le singe vervet, vous connaissez peut-être, une espèce de singe assez courant en Afrique australe en particulier, qui vit en groupe et qui n'est pas très gros, un petit singe comme ça, et qui a des prédateurs, qui a pas mal de prédateurs. Et ce qui est remarquable chez ce singe, c'est qu'on a un répertoire vocal de cris d'alarme. Ils ont d'autres cris hein, qui leur servent à leur vie sociale, mais ils ont des cris d'alarme. Et ces cris d'alarme, ils en ont un certain nombre qui leur permettent de désigner tel ou tel type de prédateur. Donc, là, vous avez sous les yeux donc, un espace acoustique. Chaque
Chaque point, c'est un cri enregistré, analysé, d'accord? Et on voit qu'on a 3 groupes de cris, les jaunes, les verts, les bleus. Ben, les cris jaunes, c'est des cris qui sont émis quand c'est un prédateur de type terrestre qui arrive, de type léopard, par exemple, ou plus rarement lion. Les cris verts, ce sont des cris quand c'est un serpent qui arrive, parce que vous avez des gros pitons qui peuvent aller venir manger les petits. Et les cris bleus, c'est quand c'est un aigle, comme par exemple l'aigle martial, un gros aigle africain qui mange les singes, qui les chope quand ils sont soit à terre, soit à la cime des arbres. Alors, je vous les fais écouter. Ok, pas de problème, hein. 3 signaux acoustiques vraiment, vraiment différents. Le plus remarquable, c'est si vous faites du playback avec ces signaux. La réponse comportementale des singes n'est pas la même en fonction du signal. Si vous émettez le signal arrivée de prédateurs terrestres, tous les singes montent en haut des arbres. Si vous émettez le signal arrivée d'un prédateur aérien, tous les singes plongent dans les buissons. Et si vous émettez le signal type prédateur serpent, là, ce sont les adultes qui descendent et qui vont houspiller autour de, enfin, qui cherchent à houspiller un serpent, quoi, qui viennent autour du haut-parleur. D'accord? Donc, les singes, en gros, ils savent de quoi on cause, quoi, hein, ils savent. Il y a une étude qui montre que les très jeunes singes, les nouveau-nés, quoi, bon, eux, ils n'ont aucune idée de ce que veulent dire ces cris. Donc, au début, pendant les premières semaines, leur réaction, c'est de grimper sur le dos de leur mère. Ça, c'est elle qui prend la décision. Voilà. Et puis après, quand ils prennent leur indépendance, pendant quelques temps, eh bien, ils vont faire des erreurs. C'est le cri prédateur terrestre, ils vont descendre de l'arbre au lieu de monter. Enfin bon, voilà, on va avoir des erreurs. Il y a sûrement un peu de casse d'ailleurs à ce moment-là. Et puis, assez rapidement, parce que je pense qu'ils ont intérêt à apprendre assez rapidement, ils adoptent la bonne réponse. Et donc, ils apprennent ce que veut dire finalement ce cri. Voilà. Ça va sur cet aspect-là? Un deuxième aspect, un autre aspect qui est important concernant les communications animales, c'est est-ce qu'il y a des animaux qui apprennent à produire leurs signaux de vocalisation, à l'instar de nous, dans l'espèce humaine, hein, nous apprenons à parler. D'accord? On n'apprend pas forcément tout, bien qu'il y ait énormément de choses culturelles, même quand vous tapez avec un marteau, la manière dont vous criez, elle n'est pas complètement innée. Hein, en fonction de là où vous êtes né et de la manière dont vous avez été élevé, vous allez crier plus ou moins fort. Il y a des aspects, voilà, des aspects culturels un peu partout. Donc, est-ce qu'il y a chez les animaux des exemples comme ça d'apprentissage? Alors oui, il y en a. Ils ne sont pas si nombreux que ça, en tout cas, à avoir été mis en évidence. Enfin, ils ne sont pas si nombreux dans le sens, ils ne concernent pas tant de groupes animaux que ça. L'exemple le plus célèbre, ce sont les oiseaux chanteurs, ce qu'on appelle les ocines. Donc les oiseaux chanteurs, ce sont tous les passereaux que vous connaissez, le merle, le rossignol, le canari, le troglodyte, le rouge-gorge, la fauvette, voilà. Ou le diamant mandarin, qui est un oiseau qu'on trouve en animalerie facilement, parce qu'il est très facile à élever, c'est un oiseau australien, et qui a été très étudié, qui est toujours très étudié sur ces phénomènes d'apprentissage. Alors, ça a été montré donc chez les oiseaux, l'apprentissage du chant. Comment ça se passe en fait? Chez le diamant mandarin, je dis chez le diamant mandarin parce qu'il y a des variations en fonction des espèces. Chez le diamant mandarin, vous avez un développement, un apprentissage qui ressemble, enfin qui est assez parallèle à ce que l'on connaît pour la parole humaine. C'est-à-dire, vous avez d'abord une période sensible pendant les premières semaines, là, vous voyez, l'éclosion, et puis après, c'est les jours, hein, jour 25, jour 60. Bon, alors évidemment, l'espèce humaine, c'est pas la même échelle de temps, hein, on est d'accord. Vous avez une période sensorielle ou sensible pendant laquelle l'oiseau doit impérativement entendre des oiseaux adultes de son espèce chanter. Et puis ensuite démarre une période sensorimotrice pendant laquelle l'oisillon doit à la fois être capable d'entendre, mais aussi il va commencer d'émettre des vocalisations qu'on appelle des pré-chants, une espèce de babillage, si vous voulez. Donc il va commencer de s'entraîner en fait. Et puis après, chez le diamant mandarin, on a une phase de cristallisation qui correspond avec la maturité, l'arrivée de la maturité sexuelle, donc l'âge adulte, où là, le chant se stabilise et ça sera ce chant-là que l'individu va chanter pendant sa vie d'adulte.
Ça ne se passe pas toujours de la même manière chez tous les oiseaux. Il y a des oiseaux qui ont des périodes sensibles tous les ans, donc qui vont modifier leur chant tous les ans. Il y en a, ça dure toute leur vie. Enfin bon, il y a de la variabilité. Mais vous voyez qu'on a un parallèle quand même assez intéressant avec ce qui se passe dans l'espèce humaine, où effectivement, il y a une grosse période sensible pendant le très jeune âge. C'est plus compliqué d'apprendre à parler le chinois à 40 ans qu'à 3 mois. Voilà. Donc vous avez une grosse période sensible à ce moment-là, même si elle continue un peu toute la vie, la plasticité reste toute la vie. Et puis après, vous avez une période sensorimotrice, et puis effectivement une sorte de cristallisation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres animaux, à part les oiseaux chanteurs, qui apprennent leur chant? Alors, on pense que oui, il y a de fortes suspicions pour ce qui est des baleines et des dauphins. Alors, le chant des baleines, c'est quelque chose de très compliqué. On ne sait toujours pas ce que se disent les baleines. On ne comprend rien à leur chant. En particulier chez la baleine à bosse. Là, je vais vous faire écouter des interactions entre une mère et son petit baleine à bosse. Et donc, ce sont voilà, des syllabes qui suivent. Alors, les chants de baleine, surtout la baleine à bosse, ça peut durer des heures quasiment. Et on n'a aucune idée des informations qu'elles s'échangent. Je veux dire que ce n'est pas très commode d'expérimenter sur les baleines, évidemment. Par contre, ce qu'on a observé, c'est des espèces de dialectes, c'est-à-dire des baleines à bosse. Pour la baleine à bosse, c'est une espèce très répandue un peu partout sur le globe, et elles ne chantent pas de la même manière en fonction de la région. Et on s'est aperçu que parfois, il y avait des régions qui adoptaient le dialecte d'une autre de manière très rapide. Donc, ça ne pourrait pas s'expliquer par la génétique, mais ça pourrait s'expliquer par le fait qu'elles se copient les unes les autres. On sait aussi que les dauphins peuvent moduler, peuvent copier des sons. Donc, probablement qu'il y a un apprentissage qui existe chez ces animaux. Voilà. Après, chez d'autres mammifères, on a aussi un peu de plasticité, mais rien d'aussi marqué que chez les oiseaux chanteurs. Il y a beaucoup d'études pour l'instant sur les chauves-souris, parce que c'est peut-être un bon modèle d'apprentissage, mais bon, pour l'instant, je ne suis pas encore complètement convaincu par ce qui est trouvé. J'ai l'impression qu'il y a un peu de plasticité, comme un peu chaque fois qu'on étudie un système biologique, mais il n'y a pas, à mon avis, un vrai apprentissage de rien passé à un répertoire étendu de Voilà, un autre aspect, enfin un dernier aspect, pas tout à fait un dernier, parce que j'aurai un petit post-scriptum après ma conclusion, mais un dernier aspect que je voulais voir avec vous, c'était ce que j'ai appelé les paroles inaudibles, parce que c'est un des chapitres du bouquin, c'est-à-dire tous les sons qui sont produits par les animaux et qui ne sont pas audibles par l'espèce humaine. Vous savez que comme toute espèce animale, nos organes sensoriels, en fait, ce sont des fenêtres ouvertes sur l'extérieur et ce sont des filtres. On filtre énormément les stimuli qui nous arrivent. Et heureusement, parce que sinon, ça serait terrible, vous vous rendez compte, si on sentait toutes les molécules chimiques qui sont autour de nous, qu'on entendait tous les sons et qu'on ait la perception de tout, on serait complètement envahi, nos systèmes nerveux seraient saturés d'informations. Donc en fait, tout système sensoriel agit comme un filtre vis-à-vis de l'extérieur. Et vous avez des filtres à différents niveaux. Vous avez des filtres au niveau des organes périphériques et après, vous avez des filtres aux différents niveaux d'intégration du système nerveux. D'accord? Vous avez tous expérimenté la situation où vous entendez un son qui se répète, qui se répète, qui se répète, au bout d'un moment, vous ne l'entendez plus. Donc, il n'est pas filtré au niveau extérieur, parce que là, il est toujours perçu par votre oreille, mais votre cerveau, à un moment, il a dit, ça, on élimine pas. D'accord? Donc, on est des spécialistes du filtrage sensoriel. Tous les animaux le sont. Et donc, nous, typiquement, pour ce qui est des sons, on entend entre une petite centaine de hertz et 20 kHz pour vraiment les gens qui ont une super ouïe, en sachant qu'à partir de 18 ans, les capacités baissent et on entend de moins en moins dans l'aigu. D'accord? Voilà. Donc, tous les sons qui sont en dessous, c'est ce qu'on va appeler les infrasons. Ce sont des sons trop graves pour que nous les entendions. Il n'y a aucune différence physique entre les infrasons et les sons. Hein. C'est la même chose, c'est des ondes sonores, mais on n'est pas capable de les entendre. Et ces infrasons, ils ne peuvent être produits que par des gros animaux, en principe. Donc, c'est typiquement des vocalisations des éléphants. Là, moi, j'étais au Mozambique la semaine dernière. On a fait des manips sur différentes espèces et on a fait des enregistrements d'éléphants. On avait du matériel pour.
Et vous êtes à côté, vous êtes à 30 mètres d'un éléphant, vous n'entendez absolument rien, et vous enregistrez en disant, bon, qu'est-ce qu'il y a? Et le soir, vous regardez vos spectros, et effectivement, ils n'ont pas arrêté d'émettre des sons, quoi. Ils sont très structurés, c'est des animaux à un système social complexe. Bon. Et puis, de l'autre côté, au-delà de 15-20 kHz, eh bien là, vous avez un monde qu'il est même compliqué d'imaginer. On a, pareil, là, pendant cette dernière mission en Afrique, on a posé des enregistreurs sur plusieurs jours pour enregistrer les ambiances sonores. Et on avait choisi une fréquence d'échantillonnage qui nous permettait d'avoir les sons jusqu'à 100 000 Hz. Je vous rappelle que nous, c'est 20 000 le max, hein, et vraiment, c'est pour les surdoués. Hein. Donc jusqu'à 100 000 Hz. Entre 20 000 et 100 000 Hz, mais c'est un monde, parce qu'en fait, vous avez énormément d'insectes qui émettent dans ces fréquences-là. Donc en fait, vous êtes en forêt, vous entendez 2-3 grillons, mais il y a des dizaines d'espèces pour lesquelles on passe à côté, parce qu'on ne les entend pas. Et donc c'était un monde, c'était rempli de vocalisations de différentes espèces. À part les insectes, vous avez d'autres animaux, vous avez des mammifères qui sont capables d'émettre des ultrasons, alors des petits mammifères. Un exemple qui est assez connu sont les chauves-souris. Vous avez peut-être entendu parler de l'écholocation chez les chauves-souris. Hein. C'est le système qu'utilisent les chauves-souris pour se repérer dans l'espace. Elles crient, elles écoutent l'écho qui revient, et en calculant, comme le son se déplace à 340 mètres par seconde à peu près, le temps mis par l'écho pour revenir est proportionnel à la distance à l'objet. Et c'est comme ça qu'elles se repèrent de nuit pour trouver leur proie. Elles utilisent aussi les ultrasons pour communiquer. Voilà. Et puis un exemple, et je l'ai pris parce qu'en fait, on a démarré un projet au labo sur cette souris. C'est une petite souris africaine et qui, comme toutes les souris, eh bien, émettent l'essentiel de leur vocalisation dans les ultrasons. Alors, je ne vais pas être long là-dessus, mais je veux juste vous montrer tout petit peu ce que ça donne. Je vais vous montrer un petit film et en dessous, vous avez un spectrogramme. Et le spectrogramme, je l'ai laissé aller pour ce premier film que jusqu'à 20 kg. C'est-à-dire, ce que vous avez ici, c'est juste la bande grise, c'est ce que l'espèce humaine est capable d'entendre. D'accord? Donc, voilà, vous voyez ces petites souris qui sont en train de vaquer à leurs occupations dans leur cage. Et en bas, vous avez le spectrogramme. Et à part quelques petits bruits de grattement, et puis même là, on n'entend rien du tout. D'accord? Maintenant, même vidéo, c'est exactement la même vidéo, mais cette fois-ci, je vais vous mettre toute la bande passante jusqu'à 100 000 Hz. Et ce qu'on a fait, donc vous avez le dessin du spectrogramme jusqu'à 100 000 Hz, et en plus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a artificiellement par ordinateur, on a baissé les fréquences du son, on a laissé le même timing, c'est-à-dire c'est la bonne vitesse, mais on a baissé la fréquence pour rendre les sons très aigus audibles. Voilà, donc ces deux petites souris, elles sont en fait en permanence en train de causer. Et actuellement, il y a Léo Perrier qui est chez nous, qui est d'ailleurs, il sort d'ici, hein, il a fait la licence 3 d'ici. Il est en train de faire des expériences sur ces souris où il met les souris ensemble, il les enregistre, ensuite il en enlève une et il s'aperçoit que la souris qui est restée tout seule, elle chante encore pendant 2-3 minutes, après elle s'arrête, hein, parce qu'en fait elle a cherché, bon, il n'y a plus personne. Et puis après, il refait des rencontres. Alors là, il voit que c'est une explosion de cris, d'ailleurs plus compliquée que ceux qui sont là. Etc. Donc c'est vraiment des signaux de communication qui nous sont inaccessibles et c'est assez passionnant de rentrer dans un monde comme ça qui en fait est interdit aux oreilles humaines. Voilà. Alors, finalement, en conclusion, je vous ai dit qu'il y aura un petit post-scriptum. Hein. En conclusion, les animaux produisent des signaux sonores leur permettant d'échanger des informations. Donc, n'ayons pas peur d'employer le terme langage animaux. Il suffit de savoir de quoi on parle, quoi. C'est-à-dire des systèmes de communication acoustique qui permettent d'échanger de l'information. Ayons toujours présent à l'esprit, et je crois que vous l'avoir montré ici, que chaque espèce animale, y compris l'espèce humaine, est dans son propre monde, d'accord? Et donc a son propre système de communication. Hein. Donc on n'a pas d'un côté
le langage animal et de l'autre côté le langage humain. On a à chaque fois des systèmes de communication différents qui collent, qui correspondent au système social de l'espèce considérée. La complexité et la diversité des signaux de communication bien, sont vraiment en lien avec la complexité des interactions sociales et du système social. On a vu que les animaux peuvent communiquer leurs émotions. Alors ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais on l'a un petit peu vu avec l'exemple du crocodile. Et il peut y avoir des communications à propos de l'environnement, ce qu'on a appelé la communication référentielle. Et je vous ai dit, j'ai juste effleuré le sujet, que les signaux acoustiques animaux peuvent être appris. Alors, maintenant, je vais juste faire un petit post-scriptum sur les applications pratiques de la bioacoustique, ce qui me permet d'introduire un autre petit sujet sur lequel on travaille aussi. Donc, je vous ai dit, la bioacoustique, c'est comprendre les processus d'échange d'informations par les signaux sonores. OK, ça, c'est du fondamental. N'empêche qu'une fois que vous avez connaissance des mécanismes de ces langages animaux, voire éventuellement de leur évolution, ça veut dire que vous avez accès au code. D'accord? Et ça peut être très intéressant du point de vue appliqué parce que vous allez pouvoir utiliser ces codes pour diriger le comportement des animaux. Et c'est typiquement ce qu'on fait quand on utilise des signaux acoustiques pour effaroucher les animaux. Quand vous prenez l'avion, quand vous prendrez l'avion dans le monde futur, vous regarderez bien sur les pistes d'aéroport, vous avez des haut-parleurs. Ces haut-parleurs, ils émettent des cris de détresse d'oiseaux, des cris de synthèse, d'ailleurs des cris artificiels, mais qui sont basés sur ce qu'on connaît du codage de la détresse dans le cri des oiseaux, et qui font fuir les oiseaux qui sont présents sur la piste jusqu'avant qu'un avion ne décolle. D'accord? Là, au laboratoire, il y a une thèse qui a démarré hier, qui est financée par la SNCF, et le but de la thèse, c'est de mettre au point un signal d'effarouchement pour que quand un TER arrive, en particulier dans le Massif central, ils ont beaucoup de problèmes là-dessus, un TER arrive et qu'il y a des chevreuils sur la voie, on soit capable de faire fuir les chevreuils. Et pour ça, évidemment, on pourrait me dire, ah bah, il suffit d'envoyer un coup de klaxon. Sauf que les animaux, ils s'habituent au coup de klaxon très très vite. Alors que si on connaît le code de la détresse et qu'on connaît le code de l'identité individuelle, etc., on va pouvoir faire un signal où on va renforcer l'information détresse et on va pouvoir y mettre suffisamment de variabilité pour limiter un peu l'habituation. En tout cas, c'est le but du travail. D'accord? Donc, vous voyez, ça, c'est en prise. Un autre aspect, c'est l'aspect paysage sonore, quelque chose sur lequel les gens travaillent de plus en plus maintenant. Il y a quelque chose qui a explosé ces dernières années, c'est ce qu'on appelle la pollution sonore, c'est-à-dire qu'il y a énormément de bruits qui sont générés par les activités humaines, et on étudie l'impact des bruits anthropiques de l'activité humaine sur la faune. Et une dernière application, ah oui, avant. Une application aussi, c'est d'utiliser les vocalisations animales comme un témoin de l'état physiologique. Alors, soit si vous vous intéressez au bien-être animal, par exemple, vous êtes éleveur de poules, d'accord? Au lieu de faire des dosages de stress, de cortisol, de machin sur vos poules, imaginez que vous arriviez à mettre en évidence une corrélation entre la structure des cris des poules et le niveau de cortisol. Nous, on a fait il y a quelques années une étude sur le diamant mandarin où on a vu qu'en fonction de l'état de stress de l'oiseau, le cri de contact qu'il émet n'a pas la même structure acoustique. Imaginez que vous fassiez ça avec vos poules, vous pouvez mettre des capteurs acoustiques qui en temps réel vous donnent l'état de stress de vos animaux. D'accord? Voilà, ça peut être donc des marqueurs physiologiques. Et puis un dernier aspect qui est de plus en plus utilisé, c'est d'utiliser l'acoustique à des fins de conservation. Soit pour suivre la biodiversité, donc vous avez une forêt, vous mettez un capteur acoustique, si votre forêt a une grosse biodiversité, très nombreuses espèces d'insectes très diversifiés, espèces d'oiseaux, etc., le paysage sonore global, il sera très compliqué. Si vous avez au contraire un milieu appauvri, avec peu d'espèces d'insectes, peu d'espèces d'oiseaux, votre paysage sonore global il va être pauvre. Et ça, vous pouvez le caractériser par des indices mathématiques, en fait, à partir de vos signaux. Et vous allez pouvoir suivre dans le temps la dynamique de vos écosystèmes. Alors, je ne dis pas que c'est la méthode qui va tout remplacer, hein, mais ce sont des méthodes qui sont extrêmement utiles. D'une part, elles sont totalement non invasives. Hein. Nous, on a un programme avec le Muséum d'histoire naturelle dans le Jura où on suit une forêt pendant 15 ans avec des enregistreurs qui sont posés.
On y va 3 fois par an pour relever les sons, et c'est tout, quoi. Si vous imaginez s'il fallait faire un suivi quotidien, d'avoir le coût que ça représente, c'est totalement impossible d'envoyer des gens comme ça en permanence. Et puis là, c'est pratiquement pas invasif, quoi. On fait rien, on fait pas de prélèvement, on fait pas on va très peu dans le milieu. Voilà. Et le dernier aspect qui est relié à ça, c'est utiliser l'acoustique pour suivre des espèces d'intérêt. On a un collègue, par exemple, ici au labo, Frédéric Seb, que vous connaissez peut-être, d'ailleurs, on est peut-être en cours, qui fait des suivis du lagopède alpin dans les Alpes et dans les Pyrénées. Donc, il met des capteurs acoustiques à 2500 mètres d'altitude et il utilise ces capteurs acoustiques pour suivre les populations de lagopèdes alpins, cette perdrix blanche qui vit en altitude et dont les populations sont menacées. Il est capable d'identifier chaque individu. Donc, dans un vallon, quand vous avez une dizaine d'oiseaux, il est capable de les identifier tous les 10 et de dire si cette semaine ils sont là, la semaine prochaine, la semaine d'après ils n'y sont pas, machin, comment ils se déplacent, comment ils interagissent et tout. Donc il y a des développements aussi en termes de conservation. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que si on veut avoir quelques minutes de questions et d'interaction, je crois que ça peut suffire. Ça vous va? Ouais? Vous a pas trop barbé? Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez. Après, je sais que c'est toujours compliqué, hein, parce que je vous dis beaucoup de choses. C'est... Oui. Est-ce que vous avez Non. Je crois qu'il n'y a pas d'appareil qui est au point. Parce que les chauves-souris, vous pouvez acheter des trucs dans le commerce, effectivement, très portatifs. Vous pouvez vous amuser à écouter les chauves-souris. Non, il n'y a rien. Parce qu'en fait, bon, c'est assez rare hein, quand même, les gros mammifères. En plus, chez nous, en Europe, il n'y en a pas, quoi. Des très gros mammifères qui émettent vraiment des infrasons. Donc, non, pas à ma connaissance. Non. Après, je ne connais pas tout, hein, donc il faut regarder. Mais... Bon, ben voilà. Écoutez, j'espère que la bioacoustique vous a intéressé un peu. Venez pas tous en bioacoustique, hein, mais c'est pas du tout le but hein, de la conf. Hein, mais ça vous permet de vous ouvrir. C'est un sujet c'est assez intéressant parce que pour des biologistes, comme c'est un sujet qui est à la frontière entre la biologie et l'acoustique, en fait, comme vous avez vu l'aperçu là sur une heure et quart, en fait, on s'intéresse à plein de questions biologiques différentes. Je vous ai pas du tout parlé, par exemple, de l'évolution des signaux acoustiques, mais par le biais de la bioacoustique, on peut poser des questions quant à l'évolution, au mécanisme évolutif. Il y a plein de choses, plein de questions qu'on peut poser aussi. Voilà, donc il y a plein d'aspects très divers et variés qu'on peut raccrocher un peu à toutes les grandes questions de la biologie. On peut même faire de la physio, de la neurophysique, des choses voilà, divers et variées. Voilà, bon, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein, donc je coupe là, c'est bon?